Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Point de vue, votre émission politique dédiée à l'actualité africaine. Ce soir, nous nous penchons sur la situation au Burkina Faso, un pays qui se trouve à un carrefour critique de son histoire politique et sécuritaire. Récemment, le pays a fait les gros titres pour une série de développements significatifs, dont la suspension de certains médias et des tensions croissantes avec un pays voisin et pas des moindres, la Côte d'Ivoire. Dans un contexte marqué par des défis de sécurité intérieure et des dynamiques régionales complexes, nous explorerons ce soir les implications de ces événements pour la stabilité du Burkina Faso et de la région. Pour en discuter, nous sommes rejoints par Roland Kouakou, spécialiste en communication politique, qui nous aidera à déchiffrer les enjeux actuels et à envisager les perspectives d'avenir pour ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous aborderons également les répercussions de la politique intérieure sur la vie des citoyens burkinabés et sur leurs voisins. Comment le Burkina Faso peut-il naviguer entre les exigences de sécurité et le respect des libertés fondamentales? Quel rôle la communauté internationale joue-t-elle et devrait-elle jouer dans ce contexte? Ces questions et bien d'autres seront au cœur de nos discussions ce soir. Merci Roland de nous rejoindre pour cette nouvelle émission, de ce nouvel épisode de Point de vue. Merci pour l'invitation, c'est toujours un grand plaisir. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, en commençant par le sujet qui a fait l'actualité très récente, donc la suspension des médias. Donc récemment, le gouvernement du Burkina a suspendu certains médias à la suite du fait qu'ils aient publié un rapport de Human Rights Watch. Donc parmi ces médias-là, on a TV5 Monde, on a eu The Guardian, par exemple. Euh, alors, quelles ont été les raisons officielles de ces suspensions et quel impact, selon toi, Roland, cela pourra avoir sur la liberté de la presse dans le pays? Alors, déjà, la raison officielle que le gouvernement a annoncée, c'était de dire que ces médias-là étaient en train de diffamer sur l'armée, c'est-à-dire que ces médias-là racontaient des choses qui n'étaient pas vraies et cela entachait donc le travail de l'armée, l'offensive militaire de l'armée sur les groupes terroristes. Parce que, pour rappel, ces médias ont publié l'information relative à une étude qui a été faite par Human Rights Watch qui révélait que les soldats auraient, il faut toujours parler au conditionnel parce qu'encore une fois, jusqu'à présent, on ne sait pas très exactement ce qu'il en était, mais Human Rights Watch disait que des soldats auraient commis des actes, des actions sur des civils lors d'une opération militaire. Et donc, à la suite de cela, plusieurs médias, donc Le Monde, Le Guardian, TV5 Monde, même l'agence Ecofin, tous ces médias-là, donc c'est pas que des médias occidentaux, hein, je pense qu'il faut quand même le rappeler. Il y a aussi des sites, il y a même l'APA, hein, je pense, qui est une agence de presse panafricaine dont le site internet a été également suspendu au Burkina. Et en fait, tout ça pour, disent-ils les autorités, pour essayer de garantir une forme de protection sur les opérations de l'armée, parce que pour eux, distiller de telles informations fait croire que l'armée, lorsque l'armée tue des terroristes, ce sont des civils que l'armée a tués. En tout cas, ça, c'est la version des autorités burkinabées. Cela discréditerait le travail de l'armée qui est dans une logique offensive pour essayer de combattre le terrorisme. Donc voilà un peu les raisons officielles qui ont causé la suspension de tous ces médias. Alors qu'est-ce que cela a sur la liberté de la presse? Je pense qu'aujourd'hui, le Burkina est dans une situation quand même qui s'inscrit, il faut le reconnaître aussi, qui s'inscrit dans une logique, j'allais dire internationale, hein. Pardon? Allô, oui. Ouais. Donc, je disais que cela s'inscrit dans une logique un peu internationale de répression de manière générale, même des médias. À l'heure où on enregistre cette vidéo-là, je viens d'apprendre que, par exemple, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, le président, le premier ministre israélien vient de suspendre la chaîne d'information Al Jazeera. Donc, on voit qu'aujourd'hui, de manière générale, dans les pays, lorsque un pays est confronté à une crise, les victimes, l'une des victimes collatérales, c'est la presse, ce sont les médias, ce sont les journalistes. Il faut le regretter, d'autant plus que on est aujourd'hui le 5 mai et le 3 mai dernier, c'était la journée internationale de la presse. Donc c'est quelque chose à déplorer, il faut le regretter. Encore plus au Sahel où depuis plus de 2 ans maintenant, la plupart des médias internationaux sont suspendus. On imagine que cela aussi a un impact sur le travail des médias locaux
qui sont extrêmement limités dans leur couverture de l'actualité. Je pense qu'il faut le regretter, tout simplement. Mais, comme je l'ai dit encore une fois, il faut replacer ça dans un contexte général qui, de plus en plus au niveau mondial, légitime le fait de couper des médias, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années, j'imagine. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus facile pour des dirigeants de couper des médias à la première info qui ne leur plaît pas forcément. Et cela est parti hein, de la suspension des médias russes aussi en Europe après l'invasion russe. Donc, on voit que tout ça s'inscrit dans une dynamique qui, de plus en plus, a un peu banalisé cette atteinte-là aux droits de la presse et des médias dans le pays. Et moi, je trouve ça regrettable. Ok, donc ce que je comprends de ton analyse, c'est que c'est pas quelque chose qui est spécifique au Burkina, puisque tu as fait une sorte de contextualisation au niveau international avec ce qui se passe en Israël aujourd'hui, avec le gouvernement israélien qui a sanctionné certains médias et même en Europe aussi avec le média russe que tu as mentionné. Je pense que c'est de Russia Today qu'on est en train de parler. Absolument. Euh, ok, donc pour toi, ce n'est pas quelque chose de spécifique, mais si on veut revenir sur le cas du Burkina Faso, bon. Bien entendu, les médias qui ont été touchés ont certainement émis des plaintes, etc. Mais quel est le sentiment général au niveau de la population et puis au niveau aussi de la communauté internationale hors médias, on va dire. Au niveau de la population, c'est difficile à savoir parce que, comme aujourd'hui, encore une fois, on n'entend pas, et ça, c'est quelque chose qui est assez problématique, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe au Burkina au sein de la population. C'est-à-dire, vous avez des grands médias qui ont été suspendus, qui auparavant pouvaient faire ressortir dans un reportage des avis de gens de la société civile ou même de certains partis politiques. Il faut rappeler aussi que, en parenthèse, les partis politiques ont été suspendus dans ces pays-là. Donc, au niveau de la population, c'est très compliqué à savoir, sauf parfois dans certaines manifestations où on a l'impression, je dis l'impression parce que bon, tout ça est difficile à vérifier, que la population justement soutient les autorités dans leur guerre contre les terroristes. Donc, honnêtement, c'est très difficile à savoir le ressentiment de la population locale parce qu'on n'a même pas de retour par rapport à ce qui se passe là-bas. Au niveau international, bien évidemment, les associations de journalistes comme RSF ont condamné ces suspensions-là. Au niveau de la communauté internationale de manière générale, certains pays ont fait part de leur inquiétude sur tout ce qui se passe au Burkina. Mais encore une fois, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai essayé de replacer ça. C'est vrai qu'on parle du Burkina, mais j'ai essayé de mettre ça dans un contexte général parce que euh, l'attitude d'autres pays dans ce cas-là fragilise aussi aujourd'hui leur discours là-dessus. Tu vois, par exemple, des pays comme les Européens ou l'Union européenne aujourd'hui, quand elle essaie des organisations comme l'Union européenne, pardon, quand elle essaie de porter une voix là-dessus, on ressort tout de suite le cas de Russia Today et de RT France qui ont été suspendus. Je viens même de citer l'exemple de Al Jazeera qui vient d'être suspendu en Israël. Donc aujourd'hui, c'est difficile, j'allais dire, de la part des pays de la communauté internationale de porter une voix claire sur ce sujet-là, parce que tout de suite, on leur retourne l'argument de « et vous ». Donc, c'est très compliqué. Il n'empêche que ce sont des organisations non gouvernementales comme et d'associations comme RSF, comme Human Rights Watch, comme Amnesty International. Ce sont ces organisations qui très souvent vont émettre des avis, des rapports pour documenter un peu ce qui se passe sur le terrain. Sinon, que ce soit au niveau de la communauté internationale et au niveau de la population locale, c'est très difficile aujourd'hui de savoir les remonter. Mais pour des raisons différentes, hein, comme je viens de le dire, la population locale, parce que on n'a pas justement ce qu'il faut pour entendre la voix des gens en interne, et aussi au niveau de la communauté internationale, parce qu'il y a une forme de banalisation un peu de ces pratiques-là, ce qui est totalement regrettable. Donc aujourd'hui, le Burkina est un peu euh, pour prendre le titre d'un article que j'ai lu récemment sur un média, c'est un peu un trou noir au Sahel. Hein. On ne sait pas trop ce qui se passe réellement sur le terrain dans ces pays-là. C'est dommage. Ok. On va passer sur un autre sujet, donc celui relatif aux tensions avec la Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu une séquence depuis ces derniers mois avec l'arrestation de deux gendarmes militaires ivoiriens au Burkina Faso et qui sont toujours enfermés. Et récemment aussi, un militaire et un VDP, je crois que ce sont les civils qui ont été formés au maniement des armes pour venir en soutien à l'armée régulière burkinabé. Donc, un militaire et un VDP qui ont franchi la frontière ivoirienne et qui ont aussi été arrêtés.
On s'est rendu compte qu'après l'arrestation de ces deux Burkinabés, des militaires burkinabés ont fait incursion en territoire ivoirien. L'on aurait, enfin, il y aurait eu une sorte de riposte, ou en tout cas de réaction du côté ivoirien, dans la mesure où justement un Mi-24 ivoirien aurait survolé la zone pour savoir de quoi il s'agissait. Euh, les militaires burkinabés auraient tenté d'atteindre ce Mi-24, celui-ci aurait riposté. Est-ce que ce sont des choses qui sont vraies? Dans tous les cas, il n'y a pas eu de communiqué officiel sur ça, mais voilà, il y a eu du grabuge entre les deux armées. On s'est rendu aussi compte qu'après ces événements, il y a eu cette rencontre avec le ministre ivoirien de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, et son homologue du Burkina de Faso. L'on avait pensé qu'il y avait une sorte de décrispation qui avait commencé. Et puis, ben, on s'est rendu compte, après cette rencontre entre les deux ministres de la Défense, qu'il y avait encore des couacs dans la mesure où le président de la transition a accordé une interview dans un média burkinabé où, encore une fois, il tensait la Côte d'Ivoire et il accusait le pays d'être une sorte de base arrière pour le terrorisme et de contribuer à la fragilisation de la sécurité du Burkina. Donc ça fait beaucoup de choses en l'espace de quelques mois. Alors quels sont les enjeux stratégiques et politiques de cette tension pour les deux pays? Qu'est-ce qui se joue en fait dans cette situation et existe-t-il des risques de déstabilisation régionale? Qu'est-ce qu'il faut comprendre Alors, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'avoue que ça m'a surpris un peu parce qu'effectivement, on avait cru qu'il y avait une forme de décrispation. euh, et tout d'un coup, il y a eu cette histoire à la frontière où, effectivement, il faut noter qu'il n'y a pas eu de communication. Mais en effet, il y a eu pas mal de choses qui sont passées à la frontière. Les enjeux, en fait, la Côte d'Ivoire et le Burkina, je vais prendre un exemple un peu provocateur, mais c'est un peu comme la France et l'Algérie, c'est-à-dire les questions de politique interne sont des questions de politique extérieure. Et lorsque la Côte d'Ivoire mène des, des actions de politique interne et de diplomatie qui sont propres à son territoire, vis-à-vis de ses voisins, il y a des impacts en interne de l'autre côté de la frontière. Pourquoi? Parce que c'est deux pays où les relations font que d'un côté de la frontière comme l'autre, il y a beaucoup de ressortissants et en fait, cela cause beaucoup de tensions parfois en interne comme en externe. Aujourd'hui, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, moi je dirais qu'il n'y a pas de risque. Très souvent, j'entends ça, même quand il y a eu la crise avec le Mali, etc. Il n'y a pas vraiment de risque de déflagration majeure. Et moi, j'aime bien faire ça. Et je sens que parfois, tu le sens et j'essaie à chaque fois de replacer. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais été totalement dans une paix. Contrairement à ce qu'on pense, la Côte d'Ivoire a toujours eu des difficultés avec ses voisins, même depuis le temps d'Oufoué. Bon, récemment, je discutais avec des gens qui j'ai rappelé que euh, il y a eu l'affaire Kamano au temps de Gbagbo avec Sékou Touré, pardon, au temps d'Oufoué, mais ça a été la crise diplomatique la plus grave que la Côte d'Ivoire ait connue avec, et pourtant il n'y a jamais eu d'affrontement. Il y a jamais eu d'affrontement. Donc en tout cas, moi je fais le pari qu'on ne risque pas d'aller sur un affrontement, etc. Maintenant, parce qu'aujourd'hui, faut quand même croire qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de méfiance dans les deux camps. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré aujourd'hui se méfie beaucoup du président ivoirien pour la simple raison que la Côte d'Ivoire n'est pas dans les dynamiques sous-régionales actuelles. C'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe au Burkina, quand on regarde ce qui se passe au Mali, au Niger et même en Guinée, même si c'est une forme beaucoup plus soft, la Côte d'Ivoire est un peu vue comme, même récemment, ce qui s'est passé au Sénégal, on voit un peu, même si ça c'est, le changement s'est fait par une autre méthode, mais on voit qu'il y a une dynamique régionale dans laquelle la Côte d'Ivoire ne s'inscrit pas totalement. Et cette dynamique régionale-là, c'est un peu une dynamique un peu souverainiste, etc. Et on voit que la Côte d'Ivoire est le seul pays qui, il y avait Ouattara et Macky Sall, le président Ouattara et le président Macky Sall, et depuis que Macky Sall n'est plus là, on va dire que la Côte d'Ivoire est ce pays-là où on a l'impression que voilà, on est un peu favorable au statu quo vis-à-vis de nos partenaires internationaux où rien ne bouge. Donc, quelque part, quand vous êtes mais dans... est-ce que finalement on peut en vouloir à la Côte d'Ivoire? On peut se dire aussi que les changements qui ont eu lieu du côté, euh, enfin du côté de l'AES
sont intervenus justement parce qu'il y a eu ces juntes-là, et puis ces juntes-là, elles sont au nombre de trois. Bon, on peut rajouter peut-être le cas de la Guinée, donc ça fait quatre pays. Ouais. Est-ce qu'à l'échelle de la CEDEAO, c'est significatif pour dire que c'est au niveau de la... Il y a comme une sorte de fixation au niveau de la Côte d'Ivoire, mais euh, Oui, parce est-ce que que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique différente du Nigeria, du Ghana ou je sais pas moi de non, la Sierra parce Leone? que vis-à-vis de ces pays-là, la Côte d'Ivoire est vue comme le pays qui a le plus d'influence dans les décisions qui les impactent. Faut rappeler que quand il y a eu les sanctions, notamment les sanctions vraiment très dures contre des pays comme le Mali, euh, quand il y a eu la probabilité d'intervention militaire au Niger, etc., la Côte d'Ivoire était citée comme étant le pays qui, en tout cas quand je parle de la Côte d'Ivoire, évidemment je parle de ses autorités, hein, pas tous les Ivoiriens, mais les autorités ivoiriennes étaient vues comme ceux qui avaient le plus d'influence dans les décisions, qui pesaient tout leur poids pour qu'il y ait des interventions, qui pesaient tout leur poids pour qu'il y ait des sanctions. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, les relations entre ces pays-là font que les questions de politique extérieure de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de ces pays a beaucoup d'impact en interne et sur le territoire de ces pays-là. Donc, en fait, c'est pourquoi il y a une fixation sur la Côte d'Ivoire. Parce que voilà, le Nigeria, c'est de l'autre côté. Et même on a vu le cas quand c'est passé avec le Niger. Le Niger a des relations avec le Nigeria en termes de proximité territoriale qui font que tout ce qui se passe au Niger a des impacts de l'autre côté de la frontière. Et c'est ça le cas pour ces deux, c'est pour les pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a cette tension-là parce que euh, Ibrahim Traoré ne fait plus confiance à son partenaire ivoirien et je pense que inversement, le partenaire ivoirien se méfie un peu de ce jeune officier-là qui, semble-t-il, veut chambouler toute la machine. Mais encore une fois, faut pas dramatiser parce que aujourd'hui, l'histoire est têtue, l'histoire se répète. On est exactement dans la même configuration que la relation entre le président Oufoué et Thomas Sankara, faut pas l'oublier. Donc, les relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins ont toujours été de cette façon-là, parfois très cordiales, mais parfois aussi très tendues, parce que encore une fois, notre position sur la scène internationale a toujours été vue comme une position d'équilibriste, les gens qui prennent jamais position réellement, qui jouent dans les deux camps. Donc, les enjeux aujourd'hui pour le Burkina, c'est de montrer justement cette double face qu'ils disent de la Côte d'Ivoire, qui est un pays un peu morose comme ça, où il ne se passe pas grand-chose, mais en même temps, où parfois on peut retrouver des situations, par exemple, lors de la crise dans les années 2000, euh, on se rappelle que le président Gbagbo disait que ce qui déstabilisait la Côte d'Ivoire était de l'autre côté de la frontière, au Burkina. Donc c'est un peu comme si l'histoire se répétait et aujourd'hui on accuse justement la Côte d'Ivoire d'avoir en son sein des gens qui auraient pour projet de déstabiliser le Burkina. Donc, moi, je regarde ça, je me dis, bon, ça fait partie du jeu. La Côte d'Ivoire et ses voisins ont toujours eu des relations comme ça, parfois un peu tendues, mais il y a pas de quoi dramatiser. À mon avis, si demain les autorités de l'un côté ou de l'autre changent, les choses vont toujours aller dans le bon sens et parfois dans le mauvais sens selon le tempo de l'actualité. Et c'est comme ça, faut pas, pour mon avis, faut pas trop s'inquiéter. Il y a pas de mal à s'inquiéter par rapport à ça. Très bien. Ben, les futurs événements nous situeront sur l'évolution de la situation entre ces deux pays. Hmm. Parlons maintenant d'un autre sujet, cette fois-ci celui relatif à la sécurité et à la menace terroriste. Alors, comment le gouvernement actuel du Burkina Faso aborde la question de la sécurité, notamment face aux menaces terroristes qui persistent dans la région? Alors, le rôle de la France a été beaucoup décrié. La France a été priée de partir pour un nouveau partenariat avec la Russie. Beaucoup de personnes, alors beaucoup d'analystes mentionnent le fait que justement, depuis l'arrivée de la Russie, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc, est-ce que finalement, le problème ne se situe pas, alors si on part du principe que l'évolution n'a pas été celle qu'on attendait, puisque l'arrivée de la Russie était censée chambouler des choses sur le champ de bataille et donc permettre justement à l'État burkinabé de gagner du terrain, et de vraiment avoir la même mise sur son territoire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer aujourd'hui? Si c'est pas le cas, est-ce que justement ce nouveau partenariat avec la Russie était pertinent? Ou sinon, quelles sont les perspectives pour le Burkina et quelles sont les propositions qui sont faites par le gouvernement actuel pour pouvoir juguler le phénomène? Alors déjà, d'un point de vue la situation militaire, comme je le disais, la situation sur place, c'est difficile à savoir.
Une chose est claire, c'est que dans la communication officielle qu'on voit, et c'était l'une des revendications, je pense, des militaires, c'était qu'ils reprochaient au pouvoir d'avant de ne pas investir dans l'armée, de ne pas avoir les mains libres, comme il le disait, pour acheter du matériel militaire. Bon, on voit que depuis un moment, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens. En tout cas, si on se fie à la communication officielle de ces gouvernements, on voit qu'il y a du matériel qui est acheté avec d'autres partenaires, que ce soit avec la Turquie pour les drones, des avions de combat qui sont achetés avec la Russie, etc. Alors, est-ce que on doit, ça fait quand même 2 ou 3 ans que ça dure, que ces gouvernements sont là. Est-ce qu'on doit tout de suite en tirer des conclusions et analyser? À mon avis, les groupes terroristes au Sahel, ça fait très longtemps. Le Mali, c'est depuis les années 2013. Donc, on va dire que ce qui s'est constitué en plus de 10 années, moi, je pense que ça ne peut pas se rayer en 2 ou 3 ans. Donc, on peut, dans un premier temps, ça c'est la première des choses, on peut leur accorder euh, le bénéfice du temps en disant que voilà, ils ont besoin de temps. Mais est-ce qu'on peut quand même observer une évolution positive? C'est vrai que tout peut pas être jugulé justement parce que le temps est peut-être un peu court, Ouais. mais est-ce que justement on sent cette évolution positive de la situation sécuritaire ou Bah, c'est plutôt le statu quo? Bah, en fait, je pense qu'il y a des choses qui se passent. Au Mali, par exemple, récemment, il y a un groupe, enfin, un chef terroriste assez réputé qui était même recherché par les États-Unis, qui a été tué et personne n'a contesté cela. Sur tous les médias, on a vu qu'effectivement, le job avait été fait et que ce militaire avait été tué. Et donc, je pense que la dynamique, elle est positive. En tout cas, la situation n'est pas pire, hein, contrairement à ce qu'on croyait, contrairement à ce qu'on craignait même, je dirais pas. On craignait justement que avec le départ des forces armées internationales au Mali, qu'il y ait une situation qui s'aggrave, qu'il y ait des attaques beaucoup plus... Alors, depuis lors, il y a eu effectivement des attaques, mais qui n'ont pas été beaucoup plus sanglantes que les attaques qu'on avait avant. Donc, je pense que la dynamique, elle est dans l'ensemble positive. Il y a de l'offensive, parce qu'avant, justement, il n'y avait pas d'offensive de la part des armées. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, avant, en tout cas, quand je dis avant, c'est il y a 2 ou 3 ans, il y a 2 ans à peu près, un an, ces armées-là étaient une forme défensive. Et je dirais même que ces armées-là servaient essentiellement à constituer une forme de cordon de sécurité autour des capitales, hein, autour de Ouaga, autour de Bamako et de Niamey, etc. Mais aujourd'hui, on voit, et le cas du Mali est parlant. Par exemple, la ville de Gao a été reprise, etc. Donc, il y a une forme défensive. Et ça, c'est déjà une bonne dynamique. Et moi, je pense que d'un point de vue sécuritaire, justement, il y a des progrès parce que les armées sont dans une forme offensive, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et aussi, je pense que la synergie d'action entre ces trois pays-là de l'AES fait que aujourd'hui, par exemple, des zones comme la zone des trois frontières qui était assez réputée inaccessible à ces armées, aujourd'hui, il y a des actions militaires qui sont menées dans ce sens-là. Donc, c'est encouragé. Après, comme je l'ai dit, effectivement, le terrorisme au Sahel est quelque chose d'assez disséminé dans la population. Donc, c'est vraiment difficile. C'est pour cette raison que parfois, ces armées-là sont accusées des actions parce que j'imagine qu'il y a des opérations qui sont faites au sein de la population de manière générale pour retrouver des gens qui se cacheraient dans la population. Je vois qu'au Mali, par exemple, il y a beaucoup de communication sur la coopération entre la population et l'armée pour essayer de débusquer tous les terroristes qui se cacheraient au sein de la population. Donc le combat n'est pas si facile parce que vous avez à tout moment un type qui peut se faire sauter dans un marché. Donc c'est pas si simple, mais dans l'ensemble, la dynamique, en tout cas de mon point de vue, elle est positive parce qu'il y a de l'offensive, parce qu'il y a des petites victoires comme ça. Et voilà, à mon avis, il faut leur accorder ça au moins. Au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher sur la liberté des partis politiques, de la presse et des médias, mais il faut leur accorder au moins sur le plan militaire qu'il y a de l'offensive. Très bien. Euh, alors, on parlera politique interne à présent. Au-delà des défis sécuritaires, le Burkina, ce sont des populations qui aspirent à un mieux-être, à un mieux vivre, qui ont besoin d'éducation, de santé, d'avoir accès à des besoins de base, d'électricité, d'eau, etc. Est-ce que ce sont des éléments qu'on voit transparaître justement dans la politique des militaires au pouvoir? Comment est-ce qu'on peut évaluer l'état du Burkina depuis quelques années, notamment avec cette succession de coups d'État? Alors, la situation de la population, de manière générale,
elle est un peu catastrophique, hein, pour ne pas être trop alarmant, parce que vous avez une bonne partie du pays où aujourd'hui les populations sont obligées d'attendre des convois de ravitaillement qui parfois n'arrivent pas forcément avec des attaques, etc., pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir avoir à manger, etc. Donc, la situation est très compliquée, hein, au sein de la population. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout l'effort du gouvernement est concentré sur le militaire. Quand le capitaine Traoré est arrivé, il y a eu une levée de fonds comme ça un peu extraordinaire parce que les populations étaient appelées à cotiser, si on peut le dire comme ça, en tout cas à contribuer justement, c'est le bon mot, à contribuer à l'effort de guerre d'un point de vue financier et humain, on se rappelle des VDP, etc. Euh, donc voilà, ils ont dû investir de l'argent aussi dans l'effort de guerre. Et au-delà de ça, aujourd'hui, la situation au sein de la population est un peu dramatique. Une partie du pays où les gens, aussi les conditions climatiques font que c'est très difficile pour ces gens-là de pouvoir cultiver, de pouvoir nourrir leur bétail. Mais, alors, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je dirais que cette population, elle est quelque part un peu compréhensive parce qu'elle se dit que la priorité aujourd'hui du gouvernement, c'est justement d'éradiquer ces groupes armés, c'est d'éradiquer le terrorisme. Donc, je pense que les populations comprennent que la priorité, c'est d'éradiquer ces groupes armés-là et à partir de là, essayer de développer des projets. Mais il y a quand même des choses qui se font, il y a des entreprises qui s'installent. On a vu que récemment, le capitaine Traoré a accueilli au nord du pays, l'inauguration des usines minières et tout ça qui sont censés s'installer dans cette zone-là, qui vont donner de l'emploi à la jeunesse, etc. Donc, somme toute, moi je dirais que la population est un peu oubliée dans tout ça, oubliée au sens où les efforts importants du gouvernement ne sont pas concentrés euh, sur, par exemple, le retour à l'école, même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, mais c'est pas suffisant. Il y a des zones où les gens ne vont plus à l'école depuis des années à cause des attaques terroristes. Et il y a des zones aussi où les gens sont obligés d'attendre des convois pour pouvoir se ravitailler. Bon, le gouvernement fait ce qu'il peut, mais je dirais que aujourd'hui, honnêtement, l'effort du gouvernement et des autorités au Burkina est plus concentré sur la lutte contre les groupes armés. Et quelque part, c'est pourquoi je dis le capitaine Traoré bénéficie un peu de cette grâce-là de la part de sa population qui, si on se fie à tout ce qu'on peut voir parfois dans les manifestations, visiblement soutient ses actions et donc qui, pour l'instant, n'est pas assez exigeant sur ses conditions. J'imagine qu'ils comprennent que quand on est engagé dans une telle guerre, effectivement, il y a des choses qui peuvent laisser pour compte, mais en espérant que ça soit passager. Donc voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Moi, je vois parfois dans le nord du pays des gens qui sortent pour manifester parce qu'ils n'arrivent même pas à aller cultiver. Ils demandent que l'armée vienne sécuriser leurs champs, que l'armée vienne sécuriser pardon, leur bétail pour qu'ils puissent en profiter, pour qu'ils puissent cultiver. Donc aujourd'hui, tous les efforts en fait au Burkina, la priorité au Burkina aujourd'hui, je dirais que c'est une question sécuritaire. Parce que même les populations qui peuvent cultiver, qui peuvent développer leurs champs, etc., ne demandent que ça pour pouvoir le faire. Donc, somme toute, ces populations comprennent que l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord le point sécurité, essayer d'établir la sécurité sur l'ensemble du territoire et à partir de là, avoir les mains libres pour aller au marché, pour aller à l'école, pour pouvoir cultiver. Très bien. Mais étant donné que cette lutte, justement, contre la menace terroriste et tout ce qu'elle représente peut s'avérer longue, hein, puisqu'on est dans le cas quand même d'une guerre asymétrique, euh, est-ce que justement, et ça, c'est quelque chose qui est très souvent mis en avant par la communauté internationale. Est-ce que la solution, ça serait pas que, ben, on ait une sorte d'accalmie générale, enfin pas que tout soit réglé, mais une sorte d'accalmie qui permette au moins d'organiser des élections, de revenir à une normalité constitutionnelle, à un fonctionnement normal de l'État, mettre en place un gouvernement qui puisse prendre en charge, comment dire, au-delà de l'aspect sécuritaire, mais les autres aspects, que ce soit économique, tout le plan de l'éducation, de la santé, etc. Est-ce que le modèle dans lequel s'inscrit le Burkina aujourd'hui est le bon? Puisque aujourd'hui, c'est difficile enfin, d'avoir de la lisibilité sur le calendrier,
Euh, Jusqu'à quand, en fait, est-ce que la population va accorder sa patience justement à la junte au pouvoir? Comment est-ce que tu analyses cette situation? Ouais, mais d'abord, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, faut savoir qu'il y a quand même un gouvernement, hein. Il y a quand même un gouvernement, tous les ministères sont pourvus, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de chômage à ce niveau-là. Alors, il y a des ministères qui sont en charge du développement Enfin, rural. justement, le fait que ce ne soit pas un président élu avec les sanctions à l'international, est-ce que ce sont des éléments qui fragilisent le gouvernement aussi et qui fragilisent par la même occasion le pays et donc il y a des impacts sur les populations? Absolument. Alors, j'ai vu que le Burkina avait eu un financement du FMI. Donc, j'imagine qu'au niveau international, bon, les sanctions, ça commence à baisser un petit peu. Mais il est clair que, bah, il y a justement des partenaires qui ne peuvent pas aujourd'hui financer le Burkina en l'état actuel parce que, par exemple, les aides américaines, tout cela ne peuvent pas financer tant que le pays est dirigé par un pouvoir qui n'a pas été élu démocratiquement, etc. Euh, donc, c'est difficile à savoir. Et c'est pourquoi je disais que le capitaine Traoré bénéficie d'une période de grâce comme ça de la part de la population. Mais justement, aujourd'hui, personne ne peut dire. On a vu qu'au Mali, par exemple, il devait tenir des élections. Le calendrier de la transition est arrivé à son terme. Mais plus personne ne parle d'élection. Et je pense que ça va être le cas au Burkina. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'accepter le fait que euh, la forme traditionnelle d'organisation de l'État, c'est-à-dire un président élu avec des élections et un gouvernement qui est censé travailler. Je pense qu'aujourd'hui au Sahel, les gens, quand je dis les gens, c'est la population de manière générale, a intégré que, en fait, euh, ça ne change absolument rien à leur situation. Et d'autant plus que quand on regarde un peu les gouvernements précédents, c'est des gouvernements qui avaient été élus, les gouvernements qui ont été renversés, c'est des gouvernements qui avaient été élus, etc. Et ces gouvernements n'ont pas eu les moyens ou pu éradiquer ces groupes terroristes-là. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est des élections, pourquoi faire des élections pourquoi faire aujourd'hui? Moi, je le regrette aussi, hein, on aurait voulu qu'il y ait des élections, mais quand même, il faut, moi, je dis toujours qu'au-delà du principe du respect des normes démocratiques qu'on défend toujours, il faut aussi regarder la réalité de ces pays-là et se poser la question si demain il y a des élections au Burkina, il y a une bonne partie de la population, il y a une bonne partie du territoire qui ne pourra pas voter. Donc, est-ce que, bon, ok, pour respecter les principes démocratiques que je défends, évidemment, est-ce qu'on va aux élections avec une bonne partie de la population qui ne peut pas voter, avec un président donc qui n'aurait pas peut-être toute la légitimité populaire, c'est-à-dire que, voilà, vous avez tout le nord du Burkina, par exemple, où les populations ne peuvent même pas se déplacer pour aller au champ. Donc, comment on organise des élections de ce sens-là? Moi, je pense qu'il y a aussi une question réaliste du terrain qui fait que, en l'état actuel du pays, pour moi, il n'est pas possible, en tout cas, sans donner tout un blanc-seing aux autorités locales pour ne jamais faire des élections, mais je pense qu'en l'état actuel du pays, c'est pas possible d'organiser les élections. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui s'était passé au Niger, parce qu'encore une fois, il faut toujours faire le lien entre ces pays-là. Bazoum, il avait été élu, certes, mais avec une bonne partie du pays qui n'avait pas voté. Je ne dis pas que pour ça, il n'était pas légitime, mais il y a une bonne partie du pays qui n'avait pas voté parce qu'il y avait des questions logistiques, des questions sécuritaires. Et c'est le cas au Burkina. Si on organise des élections aujourd'hui, vous avez des pans de la population qui ne voteront pas parce que le gouvernement même n'est pas capable de se déployer dans cette zone-là. Donc, moi, à un moment donné, j'ai envie de dire que l'urgence pour rétablir la démocratie dans ces pays, en tout cas, si la communauté internationale veut aider à rétablir la démocratie dans ces pays-là, c'est peut-être à un moment donné, comme on le fait aujourd'hui pour certains pays qui font face à des conflits, c'est à un moment donné d'apporter une aide significative de façon à éradiquer ces groupes terroristes-là, à aider ces pays-là à stabiliser à restaurer leur intégrité territoriale, de sorte à pouvoir organiser des élections inclusives, encore une fois. Mais à l'état actuel, je ne vois pas comment une élection réglerait la question du Burkina. À mon avis, non. Peut-être qu'on aura un président qui aura l'aval de la communauté internationale, mais rappelons-nous que depuis plus de 10 ans en arrière, le Burkina était dirigé par des gouvernements élus et en fait la question terroriste persiste. Donc pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est la question sécuritaire. Est-ce que les militaires font bien? Je n'en sais rien. Est-ce qu'un gouvernement élu fera mieux? Je n'en sais rien. Encore une fois, comme je le disais, le Sahel aujourd'hui, c'est un peu un trou noir. On ne sait pas trop ce qui se passe ni ce qui se passera. Très bien.
On va maintenant parler des implications régionales et internationales, hein, de tout ce qui se passe dans ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu entrevois un rôle de l'Union africaine ou d'autres blocs régionaux dans la gestion de ces crises? Parce que je pense qu'il y a encore des choses, ou en tout cas, le pays a encore besoin d'aide sur beaucoup de sujets. Le sujet sécuritaire n'est pas réglé, les questions économiques, etc. Est-ce que on peut encore parler d'un rôle de l'Union africaine, d'un rôle de la CEDEAO pour essayer de se reprendre, ou encore un rôle de l'UEMOA dans un contexte beaucoup plus francophone? Mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place par ces organisations sous-régionales ou par l'organisation continentale pour aider le pays à se reprendre? Alors, moi, je pense que les organisations, que ce soit sous-régionales ou continentales, se sont totalement discréditées dans la gestion de tout ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, l'Union africaine, franchement, on ne sait plus trop ce qu'ils font. On les entend pas beaucoup. La CEDEAO s'est complètement décrédibilisée dans la crise. Et la raison, elle est très simple. Franchement, il faut pas chercher très loin. C'est que ces organisations-là ont des discours à géométrie variable, tout simplement, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des choses qui se passent dans ces pays, quand il y a des coups d'État, etc., la CEDEAO est très prompte à les condamner. Par contre, quand il s'est passé dans certains pays des situations de modification constitutionnelle qui ont entraîné des crises tout aussi violentes, des crises tout aussi meurtrières, on n'a pas trop entendu la CEDEAO. Donc je pense que ce jeu de positionnement à géométrie variable a fait que aujourd'hui plus personne n'écoute ces organisations. Et d'ailleurs, on a vu que depuis que les trois pays ont annoncé qu'ils quittaient la CEDEAO fait tout, essaie de les draguer un peu pour les ramener parce que si jamais ces pays-là quittent la CEDEAO, et ben, ces trois pays sur 15, mais la CEDEAO perdrait totalement toute crédibilité. Donc, ces organisations elles sont fragilisées. À mon avis, il faut les reformer. Il faut les rendre beaucoup plus autonomes des chefs d'État. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je trouve que les chefs d'État, selon leur position personnelle, ont beaucoup trop d'influence dans ces organisations-là. Et ce qui joue même on a vu tout à l'heure, je parlais du cas, le fait que la Côte d'Ivoire soit cité dans ces affaires comme étant trop influent dans les décisions qui impactent ces pays parce que, par exemple, le président Ouattara est vu comme une personnalité assez influente au sein de la CEDEAO. Donc, qu'est-ce qui fait que une organisation qui est censée rassembler des pays pour défendre, encore une fois, des principes communs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, selon le pays, on a un discours beaucoup plus fort ou moins fort? Donc, tout ça fait que, et c'est pareil pour l'Union africaine qui, comme je l'ai dit aujourd'hui, est presque une coquille vide puisqu'on ne sait même pas exactement c'est quoi leur positionnement sur tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, les organisations sous-régionales sont décrédibilisées, n'ont plus de poids, n'ont plus d'impact. Leurs décisions ne font même plus peur. Vous avez vu que le Mali a été durement sanctionné. Pareil pour le Niger. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? La CEDEAO a perdu le bras de fer, a été obligé de lever l'essentiel de ces sanctions-là parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, les flux de population et même par exemple la fermeture de la frontière avec le Niger a complètement asphyxié une partie de l'économie béninoise. Donc, en fait, les échanges entre ces pays-là font que, au sein de la population, font que parfois les décisions qui sont prises par la CEDEAO impactent même tous les autres pays. Quand bien même les sanctions ne s'imposent pas, je viens de prendre l'exemple du Bénin, mais ça a été le cas aussi de l'autre côté pour le Nigeria, où vous avez une bonne partie de la population qui commerçait avec le Niger et qui a été impactée par ces sanctions-là. Donc aujourd'hui, la CEDEAO doit être reformée profondément, doit essayer de s'adapter dans son contexte actuel. C'est pareil pour l'Union africaine et surtout avoir des discours pareils sur tout type de crise. Parce qu'on remarque qu'il y a des putschistes qui sont mieux accueillis que d'autres. Faut le voir, hein, ce qui s'est passé au Gabon, même en Guinée, etc. Donc, on est quand même un peu tenté de se poser la question pourquoi la CEDEAO se montre si dure avec d'autres jeunes et pas avec d'autres. Et moi, je trouve ça dommage parce que la CEDEAO, au fond, c'est l'une des organisations, faut savoir que c'est l'une des organisations euh, sous-régionales qui est la plus réussie en Afrique. Quand on va en Afrique centrale, on appelle les gens de la CEDEAO les West Africains, parce que c'est l'une des seules zones où on a cette facilité-là de se déplacer, d'aller dans les autres pays sans visa. C'est vraiment une zone qui est quelque part intégrée, même si au niveau économique,
Voilà, il y a encore des choses à faire sur les échanges, etc. Mais d'un point de vue général, c'est une zone économique, une zone géographique qui est assez intégrée. Malheureusement, aujourd'hui, euh, vous voyez que le positionnement parfois différent, euh, parfois différent de la CEDEAO sur les différences qui fait que les pays ont décidé de partir, donc de désintégrer un peu cette organisation-là. Et aujourd'hui, elle n'a plus de poids, elle n'a plus de crédibilité, ce qui est regrettable. Donc, pour répondre de façon précise à la question, les organisations continentales comme l'Union africaine et la CEDEAO ont des marges de manœuvre extrêmement limitées aujourd'hui dans la résolution de ces affaires-là. Mais finalement, le Burkina est un pays qui a, allez, globalement une économie qui est parmi pas parmi les plus avancées du continent, donc il y a peu de moyens, qui fait face à une menace qui est très difficile à gérer, donc la menace terroriste, qui est, à cause de son caractère asymétrique, nécessite des moyens particuliers. On vient de le dire, le rôle des organisations africaines, régionales, sous-régionales, etc., qui laisse un peu à désirer. Quelles sont les perspectives finalement pour la stabilité sécuritaire, politique, économique du Burkina à court et à moyen terme? Quels sont les scénarios qu'on pourrait envisager? Alors, plusieurs choses. Hein. D'abord, à moyen terme, je pense que à moyen terme, le scénario le plus probable, c'est de parvenir justement à stabiliser l'activité politique au sein de ces pays-là, c'est-à-dire à essayer de retourner à un ordre constitutionnel un peu, voilà, un peu normal, parce que pour l'instant, c'est pas normal qu'un pays soit dirigé par les militaires sans qu'il y ait des élections, sans qu'il y ait une activité des partis politiques. Donc, le premier scénario serait que, à un moment donné, peut-être comme ce qui se passe au Tchad, c'est-à-dire que même ces militaires-là puissent se présenter, mais en tout cas, qu'il y ait un retour à une situation constitutionnelle normale. Donc ça, c'est le premier scénario. Et donc, ça voudrait dire une intégration beaucoup plus euh, facile, une réintégration de ces organisations dont on parlait tout de suite, pour essayer de garder un peu cette dynamique qu'on avait euh, dans la sous-région, dans l'ensemble, c'est-à-dire entre les différents pays. Ça, c'est le premier scénario, ça me paraît un peu optimiste. Et puis l'autre scénario, hein, qui est à un moment donné que ces pays-là, de façon radicale, vraiment, que leur décision de quitter la CEDEAO se fasse et qu'à un moment donné, il y ait une forme de fédération comme ça entre ces trois pays et qu'il y ait même, pourquoi pas, une sortie du franc CFA. Ça, c'est un scénario aussi qui est envisagé de sorte à ce que ces pays-là créent. Parce que j'ai lu un article récemment qui disait, par exemple, qu'un économiste de l'université Dauphine et d'un chercheur malgache qui disait que, en fait, d'un point de vue économique, ces trois pays-là sont très intégrés. Donc, ça veut dire que s'ils devraient sortir de la CEDEAO, en ce qui concerne les échanges, ça peut très bien fonctionner d'un point de vue économique. Tant les productions, tout ce qui va être production agricole, production des matières premières, etc. On voit aujourd'hui, par exemple, que le Mali et le Burkina sont beaucoup ravitaillés par leurs voisins du haut, c'est-à-dire le Niger qui les ravitaille beaucoup en énergie et ces pays-là aussi envoient beaucoup du bétail, de ce qui est agricole dans ces pays-là. Donc, en tout cas, ces chercheurs-là disaient que d'un point de vue économique, ces pays-là sont très bien intégrés. Après, voilà, tout ce qui est question monétaire, question financière, ça peut poser des problèmes, notamment sur comment ces banques centrales vont se travailler avec les devises étrangères. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'autre scénario, ça serait qu'à un moment donné, ces pays-là sortent totalement de la CEDEAO, qui décident de créer leur monnaie et d'amorcer une autre dynamique de développement. Et puis, le dernier scénario qu'on peut envisager, ça serait justement à un moment donné qu'il y ait, moi je rêve à cela, hein, je rêverais qu'il y ait une forme de conférence comme ça au niveau sous-régional et même continental, qu'à un moment donné, les pays décident justement d'aider ces pays-là. Je pense que les autorités sénégalaises actuelles avaient ébruité cette idée durant la campagne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous décident, plutôt que d'envoyer des forces armées pour aller intervenir contre tel ou tel junte, à un moment donné, de mettre en place une force armée sous-régionale ou même continentale pour aider ces pays-là, encore une fois, qui sont des pays importants dans la sous-région, aider ces pays-là à lutter efficacement contre le terrorisme avec des garanties de retour à l'ordre constitutionnel une fois que la situation sécuritaire sera rétablie. C'est un scénario aussi qui est envisageable, qui est optimiste, parce que somme toute,
tous les pays de la sous-région et même au niveau continental sont amenés à dialoguer, à commercer, à avoir des échanges, des accords avec ces pays-là. Et même au niveau de la communauté internationale, eu égard aux ressources naturelles qu'on peut avoir. Donc, ce n'est pas des pays qu'on peut comme ça balayer du revers de la main et voilà, ne plus trop s'intéresser à eux. En tout cas, de mon point de vue, voilà les trois scénarios qu'on peut avoir. Euh, je ne saurais pas dire le scénario le plus optimiste, d'autant plus que, encore une fois, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est très difficile de savoir ce qui se passe là-bas parce qu'on n'a pas de projecteur extérieur là-dessus, mais on peut quand même faire le pari que ces pays-là ne sombreront pas ne deviendront pas des pays faillis, comme on le dit, ne sombreront pas dans le chaos de manière générale. Moi, je ne pense pas. Voilà. Je pense que la dynamique peut être dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire on peut avoir une sortie totale de la CEDEAO de ces pays-là et qu'ils décident d'aller dans un autre chemin qui sera le leur. Et aussi, on peut avoir une dynamique proactive de la CEDEAO pour essayer de les ramener dans le giron, donc d'organiser cette forme de conférence, comme je le disais, pour aider ces pays-là à lutter efficacement contre le terrorisme. Mais ils sont loin de sombrer dans le chaos. Moi, je pense que ces pays ne sombrent pas dans le chaos et que quoi qu'il arrive, ce n'est pas dans l'intérêt même des pays de la sous-région que ces pays sombrent dans le chaos. Parce que vous imaginez le chaos au Burkina, comme je l'ai dit, les questions de politique intérieure au Burkina sont aussi des questions de politique intérieure en Côte d'Ivoire et inversement. Très bien, et c'est tout ce qu'on souhaite à ces pays qu'ils arrivent à se remettre de la situation de d'instabilité de laquelle ils sont plongés, qu'ils arrivent à reprendre le chemin de la paix, de la stabilité et du progrès. Et on verra les prochains mois, les prochaines années nous diront euh, le chemin qui aura été pris et puis les résultats que tout ça aura donné. Mais en tout cas, merci Roland pour ton analyse, pour ce tour d'horizon de l'actualité politique au Burkina Faso. Nous voici à la fin de notre discussion d'aujourd'hui sur la situation dans ce pays. Ce soir, nous avons abordé des thèmes cruciaux tels que les implications de la suspension de certains médias, les tensions avec la Côte d'Ivoire, les défis de sécurité qui persistent. Roland nous a offert des éclairages précieux sur les dynamiques politiques actuelles et les scénarios possibles pour l'avenir du Burkina. Ce que nous retenons, c'est que le Burkina se trouve à un moment déterminant de son histoire, et c'est peu de le dire, confronté à des choix difficiles qui auront des répercussions non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. La stabilité et la prospérité future du pays dépendront de la capacité de ses dirigeants à équilibrer gouvernance, droits de l'homme et sécurité. Encore une fois, merci à Roland, notre analyste de ce soir, pour sa contribution et à vous, nos auditeurs, pour votre attention. Nous espérons que cette émission vous a donné des clés pour mieux comprendre les enjeux auxquels le Burkina est confronté. À la prochaine pour une nouvelle édition de notre émission où nous continuerons à explorer les grands enjeux politiques du moment en Afrique. Merci et à plus tard.